Tout d'abord, un grand merci pour être là, pour votre temps aujourd'hui. Notre objectif, il est d'en faire une bonne utilisation. Nous sommes là en premier lieu pour vous. Donc, nous espérons aujourd'hui pouvoir vous montrer quelques pistes qui vous permettront d'optimiser votre méthodologie de travail et nous l'espérons aussi vos marges. Bien sûr, nous sommes conscients que chaque entreprise est différente et que pendant le temps que nous avons ensemble, nous ne pourrons pas rentrer dans tous les détails. C'est pourquoi que nous vous encourageons aussi de prendre contact avec nous, de poser les questions pendant la présentation ou de prendre contact avec nous après la présentation pour potentiellement rentrer dans des questions particulières que vous avez ou des problématiques spécifiques que vous pourriez avoir. Donc, qui sommes-nous en personne? D'abord, j'ai avec moi Arnaud Tavard, qui est notre responsable commercial pour la France. Alors, le responsable commercial chez Forpease porte aussi la casquette du responsable projet. On est dans une approche de vente consultative, ce qui veut dire que notre objectif principal, il est quand même d'aider nos clients à résoudre des problématiques spécifiques qu'ils ont. Et donc, le responsable commercial est quelqu'un qui a une bonne connaissance du métier et qui sait donc aussi vous assister et vous guider dans vos projets. C'est lui qui fera le lien entre le client, l'imprimeur et notre équipe technique. Également avec nous, il y a Essam Kleiss, responsable marketing, qui sera le maître d'œuvre un petit peu du webinaire et qui guidera aussi les questions que vous auriez potentiellement dans le chat. Donc, vous pouvez utiliser aussi le chat. Et donc, à la fin, il y aura aussi une partie questions-réponses. Et finalement, moi-même, Tom Père, PDG de Forpease, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Alors, passons à l'agenda. On sera plus ou moins 1 heure ensemble. On vous présentera brièvement Forpease, 2 slides et un petit peu plus de paroles, espérons pas trop. Nous rentrerons dans la problématique de la phase pré-presse, comment Forpease peut répondre à vos besoins. Et après, nous essayerons d'illustrer ces problématiques à base de 3 exemples. Pour après, quand même parler un petit peu argent aussi, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend. Les imprimeurs ont une tendance à très bien savoir ce qui rentabilise une presse ou une imprimante, mais sur du logiciel, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, on essayera de matérialiser ça le plus que possible. Et après, si vous n'auriez pas encore posé des questions ou si vous n'auriez pas encore eu des réponses à toutes vos questions le long de la présentation, il y aura du temps pour des questions et des réponses aussi à la fin. Qu'est-ce que nous proposons? Et peut-être brièvement aussi, qui sommes-nous? Forpease est une société d'origine belge. Vous m'excuserez de mon accent et vous pouvez en rigoler. On a l'habitude et on le fait nous-mêmes aussi. Donc, société d'origine belge avec une petite quinzaine de personnes, une équipe internationale et avec 2 activités principales. Nos racines sont dans la distribution logicielle. Donc, nous commercialisons des produits que nous historiquement vendons à d'autres revendeurs et intégrateurs un petit peu partout dans le monde. Nous avons ajouté à ça en 2019 plus ou moins une 2e activité qui est celle de l'intégration. Nous nous sommes rendus compte que autour de l'intégration, que les produits que nous commercialisons deviennent de plus en plus complets, je dirais, de plus en plus de fonctionnalités et que ces produits ne se mettent pas en œuvre indépendamment, donc doivent être intégrés dans un contexte existant ou même doivent être complétés d'autres produits. Nous nous sommes rendus compte qu'autour de ça, il y a un manque de savoir-faire, que ça soit dans le réseau, donc parmi nos revendeurs
et aussi au sein de nos clients. Donc, c'est pour ça que nous avons ajouté cette activité d'intégrateur où, d'un côté, nous jouons quelque part le rôle qu'auparavant nos partenaires revendeurs jouaient, et dans certains cas jouent toujours d'ailleurs, mais dans un autre sens aussi où nous assistons nos clients avec l'implémentation des solutions que nous mettons en avant. Ces solutions-là ont comme but principal un gain de productivité. Donc, ce sont des solutions logicielles qui ont comme focus de faire croître la productivité, donc aussi bien en production que des gens. Et ceci en optimisant et en automatisant les processus. Alors, on fait clairement la distinction entre l'optimisation et l'automatisation. Pas tout peut être 100% automatisé, mais peut quand même être optimalisé. Nous n'avons pas non plus comme vocation de remplacer un existant, mais certainement en premier lieu, en faire une analyse d'abord et essayer de compléter l'existant au plus que possible, justement pour l'optimaliser. Au sein de notre équipe, qui est très fort du côté technique, nous avons donc des experts aussi bien en logiciel qu'en chaîne graphique, donc en informatique et en métier. C'est d'ailleurs ce qui est souvent compliqué dans notre métier, dans notre monde, dans notre industrie à trouver. Bien, nous avons des développeurs qui savent ce que c'est le Java, le Node.js, le XML et tout ça, mais qui connaissent très très peu au métier de l'impression. Et c'est exactement ce savoir-faire, métier 2 informatique que nous allons combiner pour savoir vous assister dans l'optimisation de la production, c'est-à-dire pour produire mieux d'un point de vue qualitatif, mais après aussi pour pouvoir l'intégrer dans un environnement digital et donc aussi pour connecter les différents systèmes les uns avec les autres. Nous aimons un défi. Nous avons une tendance à continuer là où les autres abandonnent. C'est peut-être dit légèrement, mais ce n'est pas cette intention-là. Quand je dis que nous aimons bien un défi, nous disons clairement si nous ne pouvons pas faire quelque chose, mais si ça rentre dans la sphère de nos compétences, nous avons quand même une tendance à essayer de chercher pour un client ce qui peut être une solution, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut instantanément sortir de notre poche. Après, nous avons une activité internationale, voire globale, et ça aide. C'est aussi qui nous a mené à ajouter justement cette activité d'intégration, c'est que les acteurs sur les différents marchés nationaux deviennent de moins en moins, il y en a de moins en moins, il y a des acteurs sur le plan national, et il est donc de plus en plus compliqué de gagner une certaine expérience avec les différentes problématiques qui peuvent y avoir. C'est justement à travers de cette action internationale, donc en travaillant avec des sociétés allant de très très grands jusqu'à très très petits, que nous pensons pouvoir répondre aux différentes problématiques que les différentes solutions, que les différentes sociétés peuvent avoir. Et donc, parlant de différentes sociétés, voici quelques des références avec lesquelles que nous travaillons, des références françaises et internationales, des références que, en toute transparence, nous traitons en direct, mais qui peuvent aussi être gérées par des partenaires à nous, donc qui utilisent des technologies que nous distribuons, mais qui ou bien sont indépendants dans l'implémentation ou qui ont de l'assistance d'un de nos partenaires. Alors, vous retrouvez là des sociétés, des marques que vous connaissez, peut-être moins, des gros faiseurs internationaux, mais aussi des petites sociétés dont vous n'avez probablement jamais entendu parler dans de différents domaines. Pour nous, notre métier, c'est le print,
pour le dire en bon français, mais le print, pour nous, il est très large. Et donc, ça peut être du web to print au niveau production, au niveau boutique en ligne, mais ça peut être aussi bien du packaging, des imprimeurs grand format, mais même au-delà de ça, nous assistons aussi des industriels, de plus en plus d'ailleurs, qui impriment sur quelque chose, que ce soit des meubles de jardin ou des interrupteurs ou du papier peint ou autre, mais donc toute application où il y a une impression comprise, nous avons vocation à assister à cette optimisation. Quand on regarde les différentes problématiques, je disais tout à l'heure que toute société est différente, mais néanmoins, beaucoup de nos clients, si pas tous, rencontrent quand même des problématiques très, très similaires. C'est le temps passé sur le contrôle des fichiers. Le contrôle des fichiers, il est nécessaire pour pouvoir implémenter une automatisation de pré-presse. Ce contrôle de fichiers, bien sûr, il est aussi nécessaire pour produire un produit qualitatif. Ce contrôle, il est souvent encore laborieux. On remarque qu'il est aussi encore souvent manuel ou semi-manuel. Et si le contrôle n'est plus manuel, en tout cas, la correction, elle est souvent encore manuelle. Et donc, le coût de ces corrections, on a peut-être de façon automatique trouvé des erreurs, mais si après, il faut les corriger ou s'il faut préparer un fichier à la production, le temps de main-d'œuvre et le coût de cette main-d'œuvre est souvent gênant. Après, on a la notion du bon à tirer, donc de l'approbation du fichier. Si on a touché au fichier parce que justement, il faut l'adapter pour qu'il soit proprement produit, c'est toujours à conseiller de le faire approuver par le client, par le faire revoir par le client avant de le mettre en production. Et donc, ce processus de bon à tirer, il est souvent long, compliqué, se fait par email avec des pièces jointes dans l'email, avec des retours qui vont un petit peu partout. Donc, un processus compliqué souvent et difficile à gérer. Ce qui mène avec ça aussi un suivi qui est compliqué parce que le job, il est où on a une commande, mais on ne sait pas forcément faire le lien entre la commande et le fichier, où ça en est en production. Est-ce que c'est chez le client? Est-ce que c'est qui doit faire quoi dans ce flux à ce moment-là? Avoir un aperçu de tout ça n'est pas forcément toujours très facile. Alors, nous essayons, dans les exemples que nous allons vous montrer, de pouvoir produire plus sereinement, d'être plus calme justement parce qu'on a un aperçu de ce qui se passe. On sait où sont les jobs, où sont les fichiers et dans quel état ils sont, pour assurer la meilleure expérience client que possible, pour, nous l'espérons, c'est l'objectif, améliorer vos marges et pour faire plus avec autant de personnes. Et c'est souvent ça, malgré tout ce qu'on dit sur notre industrie, il y a encore des sociétés qui sont en croissance, qui ont un beau potentiel, qui sont innovateurs. Et là-dedans, l'objectif, il est de voir comment on peut croître une société sans forcément faire croître les effectifs avec le même pourcentage. Voilà, avec ceci, je pense que moi, de mon côté, j'ai tout dit et je laisse la parole à Arnaud qui va rentrer un petit peu plus dans le détail basé sur les exemples que nous avons élaborés pour vous. Merci beaucoup, Tom. Enchanté, Arnaud Tavard. Nous allons suivre quelques slides ensemble afin de vous donner la meilleure vision possible de ce que peut être un flux automatique dans votre imprimerie. Et ce qu'on s'est dit, c'est que la meilleure manière de vous donner cette vision, c'est d'utiliser trois exemples et trois protagonistes
dans une imprimerie qui utilise un flux automatique. Et donc, ces trois protagonistes, le premier, ça va être Otto. Donc, Otto, c'est ce qui va personnifier l'automate pré-presse, ce robot automate pré-presse. Le second protagoniste, ça va être la personne qui est au pré-presse, qui occupe ce poste-là dans votre imprimerie. Ici, on l'appelait Mélissa. Et troisième protagoniste, ça va être un de vos clients. Là, en l'occurrence, ça va être Thierry. Thierry est va être un manager d'un restaurant japonais, et il va organiser ses opérations de communication en commandant des supports imprimés à travers un site web to print. Alors là, pour être simple dans le déroulé des illustrations, on a pris un exemple avec un site web to print, mais sachez que ça pourrait fonctionner de la même manière pour tout imprimeur qui a un grand nombre de petites commandes, donc à tout imprimeur numérique avec des commerciaux qui passent des commandes dans un ERP ou dans un MIS. Alors, premier exemple, on va donc voir Otto, notre robot, en mode 100% automatique. Et ce qu'on va faire dans ce premier exemple, on va prendre un cas simple. On va prendre le cas d'un PDF dans lequel il n'y a pas de problème. Notre client Thierry va commander un flyer. Ce flyer va être un PDF correct. Il ne va pas y avoir de problème particulier. Et on va voir comment ce PDF va être envoyé automatiquement sans intervention manuelle en production. Et l'imprimerie va utiliser donc un tableau de bord de suivi des travaux, et comment ce tableau de bord est mis à jour en temps réel sans opération manuelle pour lui donner un statut juste. Alors c'est parti. Je suis Alain, je suis donc restaurateur. Je vais passer une commande d'impression pour des flyers. Donc là, je suis sur un site web to print. Je vais commander quelques flyers. Je vais uploader un PDF pour ces invitations. Et donc là, on va dire, la commande est passée. Là, je me suis maintenant dans mon back-office. Je vois la commande qui est arrivée donc pour le restaurant Sushi Penguin de Thierry. On voit ici qu'il s'agit d'une centaine de flyers, et on voit également qu'au niveau, on a différentes phases, une phase pré-presse, une phase production et une phase livraison. Qu'au niveau de la phase pré-presse, c'est OK, il n'y a pas de problème. La production est en cours, et le statut de livraison, ce sera à livrer dans le futur quand cette production aura été réalisée. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette commande? On va cliquer sur la ligne de commande dans le dashboard de suivi de travaux pour voir ce qui s'est passé. Et on voit qu'à 12h13, eh bien, la commande a été passée. Donc, ce qui s'est passé, c'est on a extrait de la base de données, donc là, du web to print, mais ça pourrait être également de l'ERP, ce qu'on appelle un ticket XML qui est associé au PDF. Et grâce à ce ticket XML, on envoie ces données dans le flux de production. Le flux de production, Otto est capable de vérifier d'un côté la conformité d'impression du PDF par rapport aux normes d'industrie graphique de PDF, mais également de la conformité par rapport à la commande qui est passée sur le site web to print. Et là, on voit qu'à 12h13, le fichier est OK. Et donc, comme le fichier est OK, le robot l'a envoyé en production vers une HP Indigo. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de flyers, et que les paramétrages du système automatique font que, comme c'est un flyer, dans cette quantité-là, c'est la HP Indigo qui est paramétrée pour faire ce type de production. Voilà, donc on peut laisser se dérouler la production. Ça va être imprimé, façonné, conditionné, puis mis dans un colis. Vous allez imprimer une étiquette d'expédition. Le logisticien va venir récupérer le colis, alors que ce soit Chronopost ou DPD ou peu importe. Il va flasher la commande, ça va rentrer dans son système d'information. Et ce que va continuer de faire Otto, c'est il va interroger le système d'information de DPS ou de Chronopost, de manière à mettre à jour le statut de livraison ici. Donc, on va voir que maintenant, comme ça a été mis dans le système d'information de Chronopost, Otto va pouvoir interroger l'API de Chronopost, mettre à jour le statut de livraison à en livraison,
mais également, puisque c'est en livraison, mettre à jour le statut de production pour dire que c'est terminé au niveau de la production. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sans aucune intervention humaine dans la phase pré-presse, eh bien, on n'a aucun ETP qui a été mobilisé. On a une accélération de la mise en production puisque justement, comme il n'y a pas de point bloquant, le PDF va être mis automatiquement et sans intervention humaine sur la HP Indigo et que le statut du dossier dans le tableau de bord est mis à jour en temps réel et également sans intervention manuelle. Alors, je ne sais pas, Sam, s'il y a des questions sur le chat. Bon, ce moment-ci, je n'ai pas de questions, mais s'il y a des gens qui ont déjà des questions sur ce scénario ici, c'est le moment pour les donner. Donc, ce que je propose, c'est de continuer à la deuxième illustration, donc un deuxième scénario. Là, ce qu'on va voir, c'est la personne au niveau du pré-presse, comme elle n'a plus les contrôles à faire, elle a beaucoup plus de temps. Elle passe son temps improductif et libéré pour être transformé en temps productif et notamment pouvoir créer de nouveaux services, peut-être de maquettage et avec des services qui sont monétisés. Là, dans cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le cas d'une carte de visite sur lequel il va y avoir un problème de fonds perdus. On va voir comment ce problème de fonds perdus est détecté automatiquement par l'automate, corrigé, et le temps de Mélissa absolument pas mobilisé par ce problème-là. Alors c'est parti, on y va. On va retourner dans notre restaurant japonais. Alain passe maintenant une commande de carte de visite. On voit que ces cartes de visite impliquent un certain nombre de fonds perdus. Il les commande. À nouveau, on va retrouver cette commande dans le back-office du système de production. Et on voit qu'au niveau de la phase pré-presse, maintenant, ici, on est en attente de validation au niveau pré-presse et que la production est bloquée puisqu'on est en attente de validation au niveau du pré-presse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va cliquer sur la ligne pour voir ce qui se passe au niveau de l'historique du flux pré-presse. Eh bien, on voit ici qu'à 12h13, il y a eu un sujet, il y a eu un problème. Au niveau du contrôle du PDF, le flux a détecté qu'il n'y a pas de fonds perdus sur les cartes de visite qui ont été uploadées par le client. Ce n'est pas un problème, parce qu'on va pouvoir en automatique le corriger. Dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est on a envoyé à Mélissa, au pré-presse, de valider la création des fonds perdus qui a été en automatique. Alors ça, c'est une posture, je dirais, temps 1, qui permet de réconforter la production pour dire, voilà, le flux automatique corrige correctement les sujets. Mais on peut donc là, on est dans un fonctionnement semi-automatique, mais on pourrait tout à fait considérer qu'on est dans un mode 100% automatique et ne pas demander la validation sur la création des fonds perdus et corriger les fonds perdus et envoyer en 100% automatique en production la correction du fonds perdu. Là, dans ce cas-là, il y a eu correction des fonds perdus, envoi d'email à Mélissa. Mélissa va pouvoir donc recevoir cet email. Dans l'email, il y a la pièce attachée avec le PDF qui a été corrigé. Elle va pouvoir l'ouvrir, vérifier donc qu'il y a des fonds perdus côté recto ainsi que côté verso. C'est OK pour elle. Elle va prendre le PDF, simplement le déposer dans un hot folder. Et à ce moment-là, Otto va reprendre la main, détecter la présence du PDF dans le hot folder et le renvoyer en production, comme il est OK, et que c'est des cartes de visite. À ce moment-là, à nouveau, c'est la HP Indigo qui va être mobilisée pour l'impression de ces cartes de visite. Et ce que va faire Otto, c'est en automatique, il va mettre à jour le statut au niveau du pré-presse, il va passer en OK au niveau du pré-presse et en production, en cours au niveau de la production. Donc voilà, on peut aller voir ce qui s'est passé dans l'historique du flux automatique. À 12h13,
le client a uploadé un fichier avec un problème de fond perdu. Le fond perdu a été corrigé, soumis à Mélissa pour validation. Et à 12h24, étant donné que Mélissa a remis le PDF validé par ses soins en 1 minute dans le flux, le PDF est en production sur la HP Indigo. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici comme bénéfice? Les bénéfices, c'est déjà des contrôles des contrôles qualité qui sont systématisés sur tous les dossiers, sur tous les types de produits, que le temps de la personne au pré-presse est réduit véritablement à portion congrue et que c'est l'opportunité pour l'imprimerie d'utiliser les compétences de cette personne sur de la valeur ajoutée. Ça, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a une à base pour le flux que tu as mis avec les corrections. C'est sur une base de switch Pitstop Server ou de Gala Server? Alors, au niveau des technologies, on va avoir un slide plus tard pour voir quel est l'ensemble des technologies qui peuvent être déployées. Là, en l'occurrence, on serait typiquement sur un nfocus switch qui va être le moteur de flux. Et ce on préconise, c'est de mettre un CALAS au niveau de la manipulation et du contrôle du PDF. Ça va être un CALAS PDF Toolbox en mode serveur accroché dans le switch. Merci. C'est la seule question. Ok, super. Je passe au troisième exemple. Donc, on va rentrer dans la peau de Thierry, notre restaurateur client du site Web2Print, et qui va là commander une bâche AEIA pour faire valoir son événement dans l'aventure de son magasin. Et on va voir comment il va profiter d'une expérience client optimale grâce à plusieurs éléments, grâce à la position d'œillet sur le PDF qu'il a uploadé, grâce à un BAT riche d'informations sur sa commande. Et enfin, la capacité à valider en ligne ce BAT qui devient, à partir du moment où il est en ligne, un BAT numérique. Et que cette intervention finalement du client dans le flux print est à la fois optimale pour le client, mais en même temps ne nécessite aucune mobilisation du temps humain côté imprimeur. Alors c'est parti. On va commander une bâche. Voilà, je suis Thierry, je commande une bâche AES sur le site Stratus Print, mon site de Web2Print favori. Comme dans les exemples précédents, on va retrouver la commande dans le back-office. Ici, la commande est en attente de BAT client. On voit au niveau de l'historique, il y a eu un contrôle pré-flight qui s'est bien passé. Les œillets, on va poser le flux, va positionner des œillets sur la bâche et va envoyer un mail pour BAT numérique au client. Ce mail, le voilà. Le client donc reçoit ce mail de la part de Stratus Print en lui disant voilà, vous avez choisi l'option BAT numérique. Cliquez simplement sur le lien pour pouvoir voir votre BAT. Ce qu'on va faire maintenant. Le BAT, le voilà. Donc là, quand Thierry a cliqué sur le lien, son navigateur s'est ouvert. Il voit le BAT qui a été généré en automatique par le flux. Donc sur ce BAT, on voit ici qu'on a les œillets qui ont été positionnés de manière automatique. Et on voit également sur le BAT un certain nombre d'informations relatives à la commande. Donc, ces informations qui ont été extraites soit de l'ERP, soit de la base de données de la boutique Web2Print. Donc, par exemple, on voit que le type de PVC qui va être utilisé, le format final, ainsi que les couleurs. Et ce BAT est librement configurable en fonction des souhaits et du produit choisi, des souhaits de l'imprimeur et du produit choisi sur le site Web2Print ou dans le
ou dans le ERP. Que va faire le client? Il pourrait faire un certain nombre de remarques. Là, dans ce cas-là, il va accepter le BAT. À partir du moment où il accepte le BAT, ça va venir directement impacter notre flux pré-presse. Ici, le dossier qui était en attente de BAT eh bien, va être redémarré par le robot pré-presse suite à la validation du client. Il va pouvoir passer le statut pré-presse en OK et mettre le dossier en production sur la machine EFI, puisque là, on est sur une bâche qui va être produite en roll-to-roll. Et c'est le type de produit qui fait déterminer que la production se passe sur la machine de type sur la machine EFI. On peut aller regarder à nouveau ce qui s'est passé dans l'historique du flux automatique. Donc, à 12h13, le fichier a été pré-flighté et contrôlé OK par Auto. Le BAT, suite à quoi Auto a mis en page le BAT, l'a envoyé au client par mail. Et à 12h43, le client a validé via le site web le BAT. Et donc, ça a été envoyé en production à ce moment-là. Donc, les bénéfices du flux automatique à ce niveau-là pour le client, c'est deux choses. C'est d'avoir un retour immédiat au niveau de son BAT, un retour immédiat sur la création du BAT. C'est un gain en temps, c'est un gain en qualité puisqu'il a la possibilité de comprendre exactement quel va être son produit grâce aux œillets positionnés sur la bâche. Et c'est également un gain pour l'imprimeur parce qu'au niveau contractuel, les informations de la commande sont positionnées sur le BAT. Et tout ça contribue à l'amélioration de l'expérience du client, de l'imprimeur et donc à sa fidélisation. Sam, est-ce qu'on a des questions? Non, pas encore. Ok, parfait. Donc, je continue. On peut continuer et on peut aller plus loin. Donc, ça, c'était 3 illustrations pour montrer, je dirais, les bases du contrôle et des corrections, des interactions qu'il peut y avoir à travers un flux automatique. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin, notamment, par exemple, sur les préparations pré-presse des produits. Là, par exemple, si on prend des étiquettes adhésives, si on imagine qu'on a un client qui nous upload ou qui nous envoie par mail un fichier sur lequel il n'y a pas la forme de découpe, et là, en l'occurrence, il n'y a pas non plus le fond perdu. Donc là, vous voyez, il n'y a pas, dans les couches, on n'a pas la couche cut contour qui permettra ensuite d'être mis en production avec la découpe qui va bien. On peut imaginer avoir donc le robot qui va transformer ça, créer le fond perdu, créer la couche de forme de découpe dans la bonne séparation. Ici, on voit que le flux a créé la couche queue de contour, il a rajouté le queue de contour en magenta, il l'a mis dans une couleur nommée, il l'a mis dans la bonne séparation, et voilà ce que ça donne quand on ne visualise que la couche queue de contour de ce qu'a créé l'automate. On peut aller encore plus loin pour les imprimeries qui ont beaucoup de volume. On va pouvoir rentrer dans des stratégies d'optimisation. Donc, ces stratégies d'optimisation, ça va tourner autour des impositions et des amalgames. Donc ici, on a évidemment une imposition côté-côté sur une imposition de côté-côté simple, mais réalisée en automatique par le flux. On peut également rentrer dans des stratégies d'optimisation des feuilles. Donc là, par exemple, on voit que le logiciel d'imposition a choisi de faire une imposition de la dernière colonne dans ce sens-là pour pouvoir optimiser l'imposition de la feuille. Et s'il y a beaucoup de volume, on peut rentrer dans des stratégies d'amalgame pilotées par date de livraison, c'est-à-dire qu'en fait, le logiciel va garder en tampon un certain nombre de commandes jusqu'à la dernière limite pour respecter le délai de livraison.
et que pendant tout ce temps-là, il va chercher à amalgamer les commandes les unes avec les autres pour pouvoir automatiser notamment les consommations papier et lier une commande avec une autre comme c'est présenté ici. Enfin, on peut certains logiciels d'imposition sont suffisamment performants pour pouvoir rentrer dans des stratégies d'imbrication et amalgamer des formes qui ne sont pas régulières, comme sur cet exemple-là. Voilà un aperçu rapide de ce que peut faire un flux automatique pré-presse. Et donc, ce qu'on peut se poser la question, c'est on peut essayer de chiffrer, d'avoir une vision chiffrée du sujet. Donc pour ça, on peut faire une première approche très simple. On liste les tâches de la phase pré-presse. Donc là, elles ne sont pas forcément exhaustives, mais par contre, c'est sûr que n'importe quelle imprimerie a à peu près, à minima, ces tâches-là. Donc, ces 10 tâches, recevoir des fichiers, les partager en interne, d'un commercial à un fabricant, à quelqu'un du pré-presse à la prod, de contrôler les PDF, d'échanger des emails, notamment avec le client, de renommer les fichiers pour pouvoir les passer en prod, puis les archiver, de préparer les fichiers en production, comme on a vu tout à l'heure, par exemple pour les stickers ou pour les badges, obtenir dans certains cas le bon à tirer de la part du client, faire les impositions sur les feuilles, les router vers la bonne presse ou vers la bonne imprimante et à la fin du process, archiver le fichier. Je pense que si vous êtes imprimeur, vous retrouvez des opérations de phase pré-presse qui vous sont connues. Sur chacune de ces opérations pré-presse, on a associé un temps, donc 2 minutes par exemple pour un temps humain. Donc, je prends 2 minutes pour recevoir mon fichier, ouvrir, regarder ce que c'est, consulter mes mails. 2 minutes également pour partager des fichiers en interne, 4 minutes pour contrôler un PDF. Et sur chacune des opérations, on a estimé un pourcentage de dossiers concernés par cette opération. Donc, par exemple, 100% des dossiers sont concernés par la réception des fichiers. Peut-être que seulement 20% des fichiers sont concernés par une imposition qui prend 2 minutes. Reste, donc là, on va pouvoir dégager avec le nombre de dossiers par mois et le temps de chacune des opérations, on va pouvoir dégager un temps. Si on associe un coût horaire, on va pouvoir avoir un coût global. Et donc, en partant de ça, on peut générer un calcul sur investissement sur 1 et 2 ans. Et on voit ici, donc, l'équilibre se fait quasiment dès la première année sur une imprimerie qui ferait 300 jobs par mois et que dès 400 jobs par mois, c'est-à-dire 20 jobs par jour, on a un retour sur investissement dès la première année et extrêmement performant sur 2 ans. Je vois des petits dessins qui apparaissent sur le Zoom. Voilà, donc ça c'était pour la partie retour sur investissement. Peut-être qu'il y a des questions avant que je repasse la parole à Tom, Sam. Non, je n'ai pas encore reçu des questions. Ok, donc Tom, pour moi c'est… Très bien. Par rapport à la question qui a été posée, en fait, dans les exemples, nous avons délibérément, quelque part, ne pas parler de produits. Et il y a une bonne raison pour ça. C'est que, dépendant de l'environnement dans lequel on se trouve, il y a une certaine fonctionnalité qui peut se retrouver dans un produit ou dans un autre. Quelque chose qu'un client a déjà ou un produit qui peut correspondre mieux aux besoins spécifiques dans l'environnement spécifique d'un certain client qu'un autre.
Et donc, quelque part, on évite de parler produit trop tôt, justement parce que c'est la solution qui compte pour nous, et nous l'espérons aussi pour le client, et non pas la marque qui est utilisée. Par contre, dans les exemples que nous vous avons montrés, on a certainement utilisé des technologies, c'est les technologies que nous préconisons, nous connaissons, nous maîtrisons, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules options. Quand même, pour coller un nom sur ce que vous avez vu, et je vais commencer au milieu. Vous avez vu un tableau de bord. Nous avons utilisé Monday.com, qui est une plateforme SaaS de gestion de projet, mais qui peut être aussi bien utilisé justement comme un tableau de bord de suivi de production. Et en tant qu'intégrateur, Forpies a développé une appli Switch pour Enfocus qui fait justement la connexion entre Switch et Monday.com pour faire les mises à jour automatiques des statuts dans Monday.com. Donc, il y a une communication entre ce qui se passe dans le flux pré-presse avec Switch et Monday.com qui sert dans ces exemples-là comme le tableau de bord. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert en tant qu'exemple. C'est pas que nous préconisons uniquement Monday.com, que ceci est uniquement possible avec Enfocus Switch. Par contre, c'est ce que nous avons utilisé dans cet exemple-là. Après, nous sommes clairement le distributeur international de Calas et donc de PDF Toolbox. Donc, c'est une technologie que nous connaissons bien, que nous maîtrisons. Ça ne veut pas dire que nous n'avons aucun savoir-faire sur Pitstop. Et donc, s'il y a un client qui a comme moteur interne déjà Pitstop, qui a déjà investi là-dedans, si ça n'a pas de sens de remplacer ce moteur parce que pour les fonctions qu'il cherche, on peut tout à fait continuer à l'utiliser, ce n'est pas qu'on cherchera forcément à le remplacer. Par contre, dans les exemples que nous vous avons montrés, et notamment quand on parle de l'enrichissement du PDF avec les informations techniques et administratives dans le bon à tirer, ce sont des exemples qui ont été réalisés avec PDF Toolbox dans ce cas-là. Par ailleurs, cette technologie PDF Toolbox, elle est aussi utilisée dans des produits tierces. Donc, elle est par exemple utilisée dans le produit Prime Center de Caldera, dans le MIS de Multipress, mais aussi dans Kodak Prinergy. Et donc, ça nous met aussi dans une position de vous accompagner si vous avez déjà ce produit-là ou si ce produit a d'autres fonctionnalités qui correspondent à vos besoins spécifiques, de vous guider vers une solution qui incorpore un produit tierce qui utilise justement la technologie PDF Toolbox. On a déjà parlé de Enfocus Switch, et donc c'est un moteur d'automatisation de fichiers que nous avons utilisé dans nos projets. Ceci étant dit, ça ne nous a pas empêché, par exemple, dans un projet Web2Print où nous avons implémenté des boutiques en ligne, de faire des liens avec d'autres technologies d'automatisation, d'autres produits d'automatisation que nous gérons peut-être un petit peu moins, mais tant qu'on sait comment communiquer avec ce produit tierce et qu'on a quelqu'un de compétent en tant qu'interlocuteur justement pour travailler avec et pour dire quelles informations, comment passer à ce flux pour réaliser ces automatisations, ça nous suffit.
De l'autre côté, quand on parle justement de l'imposition, vous voyez le produit InSoftImp. InSoftImp est un produit qui gère toutes sortes d'impositions, allant de l'amalgame, de la création de vraies impositions pour des livres complexes, faire de l'imbrication pour du packaging ou pour du grand format, dans toute sa complexité. Et donc, les différents cas utilisateurs peuvent être combinés avec un seul et même produit. Donc, si vous avez une production hybride qui fait de l'impression à la beurre, mais qui fait aussi du signalétique et ainsi de suite, ça peut être un bon choix. Par contre, en même temps, le moteur PDF Toolbox de Calas permet, pour des environnements petit format digital, de tout à fait convenablement gérer de l'imposition. Donc là aussi, nous essayons d'apporter une solution qui est à la hauteur, mais aussi non pas au-delà de vos besoins. Elle va répondre aux besoins, et donc on ne va pas en amont dire, voilà, dans ce projet-là, de toute façon, on va utiliser ce produit-là ou cette technologie-là. Et en finale, pour la partie Web2Print, pour la partie boutique en ligne, nous avons fait pas mal de projets avec Presero, qui certainement, dans un environnement B2B, boutique fermée, est une très très bonne solution, aussi économiquement parlant, mais qui n'est pas la seule. Et donc, pour certaines applications, nous connaissons les limites des produits et des technologies que nous utilisons, et nous allons aussi clairement dire ce qui n'est pas gérable par certaines de ces technologies et de ces produits. Voilà notre philosophie au niveau des produits et des technologies que nous préconisons. Après, il y a le projet et donc les facteurs clés du projet. Si Arnaud va passer au prochain slide, voilà, exactement. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est un chef de projet. Ce chef de projet, de préférence, est quelqu'un en interne chez vous, peut être un consultant externe qui n'est pas forcément un employé de Forpease, mais qui connaît donc très bien le métier et les méthodes de travail. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose que nous conseillons souvent. Si vous n'avez pas une ressource en interne, c'est potentiellement d'aller chercher quelqu'un à l'externe, mais que nous pouvons aussi mettre à votre disposition. Alors, de temps en temps, on pourrait nous dire, oui, mais vous avez un conflit d'intérêts parce que vous nous livrez le projet, le chef de projet, et vous allez faire l'implémentation du projet vous-même. Oui, c'est peut-être vrai. L'objectif pour nous, c'est quand même une réussite où tout le monde soit content. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important. Important aussi est d'avoir une direction impliquée. Et ça peut être très logique de le mentionner, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi logique. Nous constatons souvent que quand on parle justement de la digitalisation, et de l'automatisation logicielle pré-presse, que très souvent la direction a une tendance à trouver ça très très technique et à laisser ça à des opérateurs ou autres.
nous conseillons vivement et nous pensons qu'il est primordial d'avoir une direction impliquée, justement pour se rendre compte des bénéfices que une optimisation peut avoir, mais aussi et surtout de pouvoir gérer le changement. Parce que, qu'on le veuille ou non, et même si on veut s'adapter au mieux que possible à l'environnement dans lequel que nous sommes, une automatisation mène toujours à une façon de travail qui est différente. Et comme nous le savons tous, l'humain n'est pas forcément toujours ouvert au changement. Et donc, c'est, nous le pensons, la tâche de la direction de guider ce changement et de guider la voie en avant, la direction, telle qu'on le dit, pour mener un projet à bien. Et dernièrement, ce que nous disons aussi, c'est que un projet d'automatisation n'est jamais terminé. Alors, vous pouvez nous dire que nous avons un modèle économique qui est intéressant parce qu'on saura revenir chez vous toujours. Oui, peut-être bien, mais en même temps, notre objectif, il est aussi de toujours améliorer votre méthode de travail. Et cette amélioration continue, elle est importante parce que vos clients changent, vos produits peuvent changer, l'environnement change. Et donc, la veille technologique et l'amélioration continue est quelque chose dont il faut tenir compte dans chaque projet d'automatisation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez encore des questions maintenant, c'est le moment de les poser. Après, votre interlocuteur principal sera Arnaud. Vous voyez ses coordonnées sur ce slide, donc vous pouvez toujours l'appeler, mais je vous laisse poser des questions si vous en avez. J'en vois pas, j'en entends pas. Ça veut dire que ou bien ce qu'on a dit était du chinois, ou bien qu'on a été très très clair dans notre propos. Je pense qu'il n'y a que deux possibilités là-dedans. Donc, reste à vous remercier de votre temps aujourd'hui de ma part. Merci à tous. Merci à tous et nous l'espérons à très bientôt.